Pour cette session, donc, qui se termine donc à 16h30, donc nous allons commencer avec un petit film pour vous introduire le sujet des emplois verts. Donc, je me présente, Thomas Gaudin, je suis à l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et je m'occupe des questions d'emploi et je cherche à encourager tous les dialogues emploi-environnement, puisque l'ADEME, c'est un établissement public qui s'occupe de la politique, de la mise en œuvre de la politique publique environnementale de l'État. Aujourd'hui, je remplace la journaliste de France Inter qui devait faire l'animation. Donc, je vais prendre une casquette d'animation, mais j'ai l'habitude. Je suis un peu le mouton à 5 pattes de l'emploi à l'ADEME. Alors, pour commencer, je vais vous présenter, donc, après un petit film, les trois intervenants. Donc, suspense, vous allez découvrir qui ils sont juste après. Mais pour juste vous planter le décor, vous allez avoir un petit film de 3 minutes. Donc, j'espère que vous entendrez bien au fond. Sinon, il sera sur YouTube, il sera sur le site du Printemps de l'économie. C'est une façon d'introduire le sujet. Ça s'appelle... c'est sur la question des emplois verts. Donc, à l'ADEME, on est aussi membre du comité de pilotage d'une instance qui s'appelle l'Observatoire national des métiers et emplois de l'économie verte, autrement dit l'Observatoire des emplois verts. Et les chiffres qui sont montrés dans ce petit film sont des chiffres de l'Observatoire des emplois verts. Et je voulais remercier ici le Printemps de l'économie qui a monté ce film. Donc, Anastasia Milakrinos qui est là-bas, qui a réalisé le montage. Voilà. Saviez-vous que certains métiers ont un impact positif sur l'environnement ? Voici Léo. Il ne le sait peut-être pas, mais il occupe un métier dit vert. Léo optimise les tournées de collecte des camions poubelles. Aujourd'hui, nous produisons au niveau mondial plus de 4 milliards de tonnes de déchets. Un problème majeur pour l'environnement que Léo contribue à réduire grâce à son métier, la gestion des déchets. Un métier vert peut être défini comme un métier qui vise à protéger l'environnement. En 2015, 146 000 personnes occupaient ce type de métier, comme Léo, ce qui représente 0,5% de l'emploi en France. Vous vous demandez peut-être quels secteurs sont concernés ? 79% des métiers verts concernent l'eau, le traitement des déchets et l'énergie. Le reste concerne la protection de la nature et de l'environnement. Les métiers verts ne sont pourtant pas les seuls intégrant les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, beaucoup de métiers sont dits verdissants, c'est-à-dire non liés directement à l'environnement, mais qui évoluent pour tenir compte des enjeux environnementaux. 3,7 millions de personnes en 2015 exerçaient un métier verdissant, ce qui représente 14% de l'emploi en France. Si 19,5% des métiers verdissants sont dans le transport et 19,4% dans l'industrie, 37,9% des emplois verdissants sont dans le bâtiment. Dans ce secteur, tout le monde est concerné, comme les ouvriers du bâtiment, les chefs de chantier ou encore les architectes. Cependant, les exigences réglementaires de performance énergétique impliquent une montée en compétences des travailleurs du bâtiment, portant à la fois sur l'utilisation de nouveaux matériaux ou l'apprentissage de nouvelles techniques de construction et d'isolation. C'est pourquoi il existe de nombreuses formations adéquates dans le but de remettre à niveau ces travailleurs et de permettre à ce secteur de se développer durablement. Finalement, quel est l'impact de la transition écologique et énergétique sur l'emploi au niveau macroéconomique ? Les évaluations macroéconomiques réalisées par l'ADEME à l'échelle nationale montrent que la transition bas carbone constitue pour plusieurs secteurs de l'économie un levier de création d'emplois à moyen et à long terme. Le bénéfice en emploi est estimé à 300 000 emplois supplémentaires à l'horizon 2030, principalement dans les secteurs de la rénovation des bâtiments ou des énergies renouvelables. Cependant, la transition écologique et énergétique peut aussi entraîner des destructions d'emplois, notamment dans les secteurs très dépendants des énergies fossiles qui seront amenés à réduire leur activité, voire disparaître. Mais in fine, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'effet sur l'économie et l'emploi français reste positif, la création l'emportant sur la destruction. À l'avenir, nous serons tous concernés par la transition écologique et qui sait, vous occuperez peut-être un emploi vert ou verdissant. Voilà, rassurez-vous, il n'y a pas d'interrogation écrite après pour savoir si vous avez tout retenu. Donc je vais juste vous introduire le sujet maintenant. Donc le sujet, c'est les emplois verts sont-ils vertueux ? L'Organisation internationale du travail a son... Ah, ça, c'est Guy Ryder qui se réveille. Donc, c'était lundi.
Alors, donc, les emplois verts sont-ils vertueux? Peut-être la question, les interlocuteurs, les invités d'ici diront si c'est une question pertinente ou s'il est un peu idiote. Je l'ai suggéré parce que c'était un petit peu ce que j'entendais en filigrane quand j'avais des questions de journalistes qui disent « Mais où ils sont où les emplois verts? Il y en a combien? Mais c'est quoi vraiment un emploi vert ?» Et en fait, souvent derrière la question, la demande de caractérisation de l'emploi vert, il y a cet appel qui dit « Mais voilà, est-ce que si c'est vraiment vert, ça veut dire que c'est vraiment vertueux ?» Donc l'idée est de déconstruire un petit peu tout ça en partant d'un terrain concret. Donc je vous propose d'écouter 3 intervenants successivement et ensuite vous aurez la parole, puisque l'objectif c'est qu'il y ait un maximum de temps pour avoir des échanges avec vous, en particulier les jeunes. Donc je vous présente donc par ordre d'intervention. Donc au milieu, Clarisse Fischer, donc qui est la déléguée générale du comité interprofessionnel Bois Énergie. Et donc, il va vous présenter une filière concrète liée à l'environnement, bien sûr. Ensuite, vous aurez donc Julie Aluneau, qui est tout à droite, et donc qui est déléguée générale du réseau des étudiants français pour l'éducation au développement durable, donc avec une perspective de personnes qui vont ensuite s'insérer sur le marché du travail. Donc, et puis ensuite, Philippe Diribarne, qui est sociologue, qui a travaillé sur beaucoup de sujets, notamment les questions culturelles, l'importance des questions culturelles. Il a écrit un livre qui est très connu pour certaines générations, qui s'appelle « La logique de l'honneur » en 1987, qui explique des choses très intéressantes sur ce qui nous caractérise, nous, Français, à la différence d'autres pays, d'autres façons de se comporter. Il a écrit également ensuite, en 1990, un livre qui continue de m'inspirer, qui s'appelle « Le chômage paradoxal », qui est épuisé d'ailleurs, vous ne le trouverez pas comme ça. Et puis, il a continué sur l'importance des cultures urbi et torbi. Et donc, on pourra avoir son regard suite aux interventions, d'une vision, je dirais, patronale, sectorielle d'un côté, et potentiellement future salariale de l'autre. Voilà, c'est peut-être une façon simpliste de découper les choses. Mais donc, sans plus attendre, donc, je laisse la parole à Clarisse Fischer pour qu'elle puisse un petit peu présenter aussi son parcours au passage. C'est mieux ? Voilà. Oui, donc Clarisse Fischer. Donc j'ai une formation d'ingénieur agronome avec un profil peut-être atypique. Je suis passée par l'analyse sensorielle sur l'évaluation qualité des produits. Ensuite, j'ai travaillé pour la filière forêt-bois, une interprofession, c'est important. Et ensuite, j'ai été associée dans une start-up d'évaluation environnementale des biens de consommation pour actuellement, depuis 5 ans, m'occuper de l'interprofession de la filière bois-énergie. Voilà, donc un parcours m'amenant vers la qualité, à la fois environnementale, notamment qualité environnementale, qui a mené mon parcours, on va dire. Mais je voudrais surtout donc vous parler des emplois verts. Le film est intéressant. Notamment en mettant en avant les énergies renouvelables et notamment le bois énergie qui est au sein de la bioéconomie. Donc il y a plusieurs rapports qui ont mis en avant effectivement cette source de développement d'emplois, conséquences, effets secondaires, on va dire, notamment dans le développement des énergies renouvelables, d'amortisseurs climatiques, l'amélioration des indépendances énergétiques et la réduction de certains risques géostratégique. Je vous remercie tout particulièrement de m'avoir invité aujourd'hui. C'est une journée un peu phare, effectivement, dans le printemps de l'économie, mais c'est aussi une journée importante, c'est la journée internationale de la forêt, et donc ça tombe bien que ce soit le même jour. Donc il y a des manifestations dans toute la France, et notamment je vous invite à aller sur le parvis de l'Hôtel de Ville, où l'ONF vous présente la forêt, et notamment les métiers en lien avec la forêt. Je présenterai très rapidement le CIB, qui est une interprofession qui regroupe l'ensemble des acteurs de la filière forêt-bois, à la fois le monde de la forêt et du bois en amont, avec le monde de l'énergie à l'aval. Donc on va parler des propriétaires forestiers jusqu'aux exploitants et aux fournisseurs d'énergie. Donc ça a été créé en 2006 par les professionnels dans la montée en compétences, la montée en développement accéléré, on va dire, du bois énergie collectif,
les professionnels avaient besoin de se regrouper, de travailler leur retour d'expérience, leur expertise, pour définir ensemble des recommandations et des bonnes pratiques. Pour le bois énergie, un petit panorama très rapide. Donc ça a été développé, donc on a toujours chauffé au bois domestique. Le chauffage collectif et industriel s'est fortement développé depuis les années 2000. Et on considère différentes productions en fait, de valorisation énergétique du bois et de la ressource ligneuse. Donc on va avoir effectivement tout ce qui est pour le domestique la bûche, les granulés, les briquettes, mais on va avoir aussi toute une partie qui s'est développée depuis les années 2000, notamment avec de la plaquette et du broyat, à la fois de la ressource forestière et de la ressource, on va utiliser aussi du bois usagé, tout ce qui est coproduit en fait de la filière forêt-bois. En termes d'usage, bien entendu, on va fournir de l'eau chaude, donc pour le chauffage, mais aussi on va fournir de la vapeur pour des usages vers des réseaux de chaleur, par exemple. Et on va aussi développer la production d'électricité et donc alimenter les réseaux électriques. Donc avec une cogénération à la fois de chaleur et d'électricité qui permet aussi de développer la part d'énergie renouvelable et de répondre aux objectifs. Donc sur le côté collectif qui est peut-être moins connu du grand public, on va être sur des équipements automatiques, on va être pour certaines d'entre elles sur des installations classées pour l'environnement, donc avec des systèmes automatisés, des systèmes de filtration, voilà, sur une centrale thermique encadrée réglementairement et qui doit répondre de ses performances énergétiques et environnementales. Un petit exemple peut-être pour que ce soit parlé, pour chauffer par exemple 1000 logements. L'équivalent de 1000 logements, ça va être 4000 tonnes de bois et ça va être 3 à 4 emplois stables en substitution des autres sources d'énergie. Sur le parc, sur ce que ça représente aujourd'hui au niveau du parc, sur la partie domestique, c'est assez difficile de pouvoir recenser au niveau des particuliers. Peut-être juste un chiffre, l'objectif étant pour 2023, notamment pour l'ADEME, c'est d'avoir 9,5 millions de ménages qui seraient chauffés au bois énergie. Voilà. Sur cette question des objectifs, c'est aussi pour ça que l'ADEME s'intéresse à l'emploi, c'est que vous avez des objectifs de politique publique qui disent on doit atteindre un niveau de production à telle échéance. Donc la question pour nous, c'est est-ce que tous les moyens pour atteindre ces objectifs sont là? Et dans les moyens, il y a la question des compétences. Est-ce qu'on va voir les gens en nombre suffisant et en compétences suffisantes pour que ces objectifs puissent être tenus? Donc c'est le lien avec l'emploi se fait à ce moment-là pour nous à ce stade-là. Donc pour la partie collective, effectivement, depuis les années 2000, donc, il y a eu un fort développement qui est assez, dont les facteurs principaux vont être à la fois d'un côté le prix des énergies fossiles, donc des prix des énergies concurrentes, et puis les dispositifs de soutien, et notamment les soutiens de la part de l'ADEME, et à noter l'efficacité de ces aides qui ont été plusieurs fois citées par la Cour des comptes en termes d'efficacité, en termes de tonnes équivalentes de pétrole évitées, mais aussi en termes d'euros investis ou de tonnes de CO2 évitées. Aujourd'hui, on est à plus de 6000 installations, je ne sais pas si vous parlez, mais plus de 8 gigawatts installés. Donc vraiment un parc en développement. On est en France, contrairement aux autres pays européens, on est plutôt sur des installations de petite puissance. On est à 80% des installations sont à moins de 1 mégawatt. Et ça représente un peu plus de 10% de la production. Donc, pouvoir dire, c'est des installations qui sont réparties sur l'ensemble du territoire, voilà, et donc qui participent aussi au développement territorial. En termes d'objectifs, donc aujourd'hui, c'est la principale énergie renouvelable en France. Elle représente plus de 40%, 41% des énergies renouvelables. Le bois énergie représente 41% des énergies renouvelables. Et elle représente aussi un tiers des objectifs de développement de la chaleur
renouvelables dans le cadre de la loi de transition énergétique et notamment de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc tout ça pour vous caler, donc c'est une filière en fort développement et notamment sur la partie collective industrielle. Donc en termes d'emploi, qu'est-ce que ça veut dire? En termes de plan, aujourd'hui on est à 60 000 équivalents temps plein, dont une partie 20 à 30 000 emplois sont des emplois informels et notamment en termes d'autoconsommation, c'est notamment le bois bûche où c'est plutôt de l'autoconsommation ou des volumes qui sont pas commercialisés. Donc on compte toujours sur le sur le domestique. Ce qui est important de noter, c'est par rapport aux objectifs de développement, ça va être la pénurie d'installateurs. C'est-à-dire qu'on a des objectifs très importants en termes de métiers. Il y a des opportunités, notamment en termes d'installation, donc de climaticiens, qui vont être capables de pouvoir installer les remplacements en fait, des chaudières existantes. Sur le collectif, on va avoir trois domaines en fait, d'emploi. On va avoir plutôt sur l'amont, sur la conception, la réalisation du projet. On va avoir toute une série d'emplois qui vont être les animateurs sur le terrain, qui vont favoriser le développement des projets. Et ensuite, les bureaux d'études qui vont travailler, les bureaux d'études, les constructeurs qui vont travailler à l'élaboration d'un projet. Ce ne sont pas des métiers spécifiques au bois énergie. On va avoir des spécialisations nécessaires parce que c'est des techniques spécifiques. Et notamment, l'ADEME, depuis quelques années, a exigé un label reconnu garant de l'environnement, justement pour garantir que ces bureaux d'études qui travaillent sur le développement de projets aient bien cette spécificité bois-énergie. Ensuite, on va avoir le deuxième domaine qui va être les métiers de l'amont de la filière. On va être sur les métiers de la récolte et de la préparation du combustible. Donc, bien entendu, ça va dépendre de la nature de ce combustible. Donc, que ce soit sur la partie bois usagé. Donc là, on va être sur les travaux des déchets, la récolte des déchets, de valorisation des produits en fin de vie. Si on regarde plutôt la forêt, qui est le volume le plus important, on va être intégré aux 440 000 emplois que représente aujourd'hui la forêt, les emplois de la forêt et du bois. Donc, qui représente, à noter, voilà, ça représente plus de 2% de l'emploi en France, donc c'est important de le noter. Et donc, on va être à la fois sur le bois énergie, sur la récolte et la gestion forestière, et puis après, tous les métiers de l'AVA, de la filière forêt-bois, les métiers plus industriels ou de négoce, par exemple. C'est une filière, on ne le sait peut-être pas assez, qui innove, qui continue à innover. Par exemple, en citant sur l'amont, on va être dans des systèmes d'information géographique, donc dans des équipements qui continuent à évoluer, notamment pour la qualité du produit qui va être fourni, mais aussi au niveau de la sécurité de l'employé. Donc tout ça, c'est en évolution, en innovation sur le terrain. Et puis, c'est des opportunités aussi en termes d'emploi. J'ai intervenu au niveau d'AgroParisTech, où notamment il y a des filières sur la partie management de la forêt et du bois, où finalement il n'y a pas de problème d'emploi à la sortie. Il y a aussi des besoins en termes de techniciens, plutôt donc des formations en termes d'alternance, de compagnonnage sur ce type de métier. Pour être trop concret, on peut citer, par exemple, je voulais juste parler de... Donc, vous avez tous ces métiers sur les sites de la forêt et du bois. Donc, vous présentez des parcours. Donc, il y a le parcours de Marion, par exemple, qui a fait un bac pro, puis un BTSA milieu de la naturelle et la faune, qui aujourd'hui peut travailler pour le CNPF. Elle va suivre les documents de gestion durable. CNPF, le Centre national de la propriété forestière. Pardon. Elle va accompagner le propriétaire forestier, elle va le conseiller sur ses documents de gestion durable, elle va surveiller les forêts pour voir s'il n'y a pas de problème de maladie, etc. Sur le terrain, voilà ce type d'emploi. Ou sinon, il y a un autre emploi, Thomas, bac pro gestion et conduite de chantier forestier. Voilà, c'est un profil qui, lui, a voulu être à son compte et qui est bûcheron dans les forêts, en individuel ou en association avec d'autres entreprises. Sur ce type justement de gestion et de récolte de la forêt, le bois énergie
il y a différents types de débouchés, différents types d'entreprises. On peut soit être au sein d'acteurs de taille très importante, de type, donc je citais le Centre national de la propriété forestière, mais vous avez l'ONF bien sûr, vous avez les coopératives forestières, ou alors des entreprises plutôt unipersonnelles ou très peu, plutôt des PME, TPE, sur ce type d'emploi ou d'entreprise. Donc c'est une filière en développement. Le bois énergie pour eux c'est plutôt un développement d'activité. Il y en a quelques-uns qui se spécialisent sur le bois énergie, mais c'est plutôt une part de l'activité qui va être croissante, mais à noter surtout un complément de rémunération pour ces entreprises, aussi à la fois de la gestion forestière et de la récolte, de la production des combustibles. Ça va être un complément de rémunération. Et le dernier volet. Oui. C'est un grand monde, hein, le monde du bois énergie. C'est ça, donc, dernier volet, mais je voulais citer. C'est juste pour savoir où sont les points où la question d'emploi vous apparaît particulièrement importante, soit parce qu'elle est facile à gérer, soit parce qu'elle vous pose problème. Donc sur les métiers de l'aval, on va être sur la production d'énergie ou alors le service à la consommation d'énergie. On est là sur une enveloppe de 60 000 postes. C'était 15% de femmes, une forte évolution aussi sur les métiers de l'aval du fait du développement des énergies renouvelables, le développement des réseaux de chaleur et puis aussi une pression pour avoir des performances énergétiques et économiques plus importantes. On va être là des opportunités aussi en termes d'emploi, notamment au niveau des techniciens. Donc on parle ici de plombiers, climaticiens, chauffagistes, électroniques. C'est important, c'est des métiers qui sont non délocalisables, ce qui demande une certaine spécialisation, et notamment quand on va sur les énergies renouvelables. Donc il y a besoin à la fois de compétences techniques fortes, mais aussi de plus en plus de compétences relationnelles, puisqu'il y a une relation client, une relation avec les fournisseurs, et notamment pour le bois énergie, sur les fournisseurs de combustibles, qui est intéressant. Et là, ça va être des formations préférées en termes d'alternance. Donc en termes d'exemples, on va pouvoir avoir une formation en génie climatique pour un début en technicien frigoriste, et puis en responsable d'exploitation par la suite. Donc ça peut être sur les techniciens frigoristes. Je citerai juste un métier, ce qui est intéressant, c'est un métier qui est à nouveau valorisé, qui est celui de référent énergie. C'est-à-dire que c'est un métier qui était plutôt en décroissance, et du fait de la transition énergétique et des exigences en termes d'économie d'énergie et de passage aux énergies renouvelables, c'est un métier qui se développe. Il est aujourd'hui plutôt associé à d'autres activités qui sont le responsable qualité, environnement, développement durable, sécurité, hygiène. Donc c'est juste une part d'activité. Donc en général, c'est des gens qui n'ont pas la formation spécifique énergétique, qui n'ont pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'outils. Donc là, il y a un gros travail qui est fait avec l'ADEME et la T2E pour apporter sur ces référents énergie à la fois la formation et les bons outils. Et donc concernant spécifiquement le bois énergie sur cette filière plutôt aval, donc on voit qu'il y a la valorisation et la consolidation de certains métiers. C'est à noter aussi qu'il y a eu des pertes de compétences sur ces métiers-là, c'est-à-dire que le fait de travailler avec un combustible solide, tel que le bois énergie, mais tel que c'était avec le charbon, il y a eu en fait une perte de compétences sur ces métiers-là, et qu'on est aujourd'hui obligé de reprendre pour avoir cette partie spécifique sur le combustible solide. C'est aussi un métier, on le voit sur le terrain quand on fait des visites, qui est intéressant aussi c'est cette complexité et le fait que ça demande une technicité particulière. Ça peut être aussi apporter du sens aussi aux acteurs des terrains. L'intérêt aussi, c'est le côté multi-acteur. On voit un impact fort, notamment avec le fournisseur. Et puis, je citerai pour finir, c'est aussi l'occasion d'opportunités, comme il y a un vrai manque en fait de compétences. Il y a une ouverture qui est nécessaire. C'est aussi l'opportunité de profils assez atypiques, et notamment, je citerai le fait qu'il y ait beaucoup
de sous-mariniers en termes de gestion de réseaux de chaleur ou de gestion de centrales thermiques. On va trouver ce type de profil d'anciens sous-mariniers qui va être aux commandes de ces centrales thermiques. Voilà. Donc en conclusion, je dirais que c'est une filière en fort développement et avec de vraies opportunités en termes d'emploi. Merci Clarisse. Donc c'est un peu long, mais il fallait un peu planter le décor. C'est un décor extrêmement large. Pour prendre un exemple très simple, le sous-marinier, quand il se reconvertit dans la filière bois, est-ce que le fait de relier le développement de la filière bois à l'idée de l'environnement, de quelque chose de vert, vertueux, est-ce que ça va influencer dans la décision? Est-ce que vous vous appuyez sur cet argument ou finalement la croissance du marché que vous observez de toute façon vous suffit pour rendre attractive l'ensemble des filières dont vous vous occupez? Sur le sous-marinier, oui, enfin en discutant effectivement avec le fait d'avoir, je ne l'ai peut-être pas dit, mais effectivement le fait d'être connecté à chaque fois avec soit la forêt, la matière bois, ou soit voilà, sur le terrain, c'est des atouts qui sont forts pour ce type de métier. Et le sous-marinier, le fait d'être plutôt sur une tour et d'avoir une vision globale aussi sur l'ensemble de la centrale, enfin, voilà, en tous les cas, c'est des gens qui sont fortement impliqués et heureux dans leur métier. Merci. Je passe maintenant le micro donc, à Julie Alluno, donc, déléguée générale du réseau des étudiants français pour l'éducation, le développement durable. C'est les étudiants, oui. Donc voilà, par rapport, vous avez l'exemple ici d'une filière large, très large. Vous, de votre côté, vous stimulez l'environnement à travers les activités de la vie étudiante, mais vous vous projetez aussi sur la vie professionnelle. Qu'est-ce que ça vous inspire pour vous est-ce que le message business est déterminant ou pas? Enfin, voilà, vous avez fait des enquêtes qui peuvent éclairer là-dessus. Oui, alors je vais peut-être un petit peu présenter le REFED, qui est le réseau français des étudiants pour le développement durable et qui est une tête de réseau national d'associations étudiantes qui mènent des projets autour du développement durable. Sur diverses thématiques, donc ça peut être de la mobilité, peut-être on en a certaines sur le bois dans notre réseau, et on s'est fixé des gros objectifs, 100% des étudiants sensibilisés et engagés pour le développement durable, et 100% des campus durables, autant dans leur fonctionnement, concernant la gestion des déchets ou de l'énergie par exemple, que l'intégration du développement durable dans les formations. Donc a priori, si on atteignait ces objectifs, le REFED n'aurait pas lieu d'exister, mais a priori on a encore quelques années de boulot devant nous. Et pour atteindre justement ces objectifs, on fait pas mal de projets. On pilote par exemple la semaine étudiante du développement durable, qui se déroule en ce moment même d'ailleurs, et qui sert à valoriser les actions et les initiatives étudiantes le temps d'une semaine élargie sur un mois. Et où on offre une aide communicationnelle, logistique et même financière pour valoriser les initiatives étudiantes pour le développement durable. Donc on fait aussi d'autres événements nationaux comme les rencontres nationales étudiantes pour le développement durable, une opération zéro mégot sur les campus. On forme également les étudiants gratuitement sur les thématiques du développement durable pour qu'ils intègrent davantage le développement durable dans leurs associations, dans leurs campus. On produit des guides, des fiches pratiques pour les accompagner. Et donc tous les 3 ans, on porte la voix des étudiants, notamment à travers une consultation nationale étudiante. Donc c'est ce sur quoi je vais un petit peu plus vous parler aujourd'hui et qui correspond à la thématique. Tous les 3 ans, donc c'est une étude qui est faite auprès des étudiants et qui sert à étudier le rapport des étudiants au développement durable. Donc la dernière, elle a été faite en 2017. La prochaine sera réalisée, donc commencera cette année pour sortir les résultats en 2020. Et donc la dernière a été réalisée auprès de plus de 10 500 étudiants. Donc c'est une étude où les résultats ont été redressés par rapport, je le précise, par rapport aux chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour qu'il y ait une représentativité correcte entre les étudiants qui sont en université plutôt qu'en BTS
et par rapport au niveau d'études et au niveau du genre. Donc, et on a eu plusieurs questions donc, sur l'insertion professionnelle dans ce questionnaire. Le premier chiffre dont je voulais vous parler, c'était celui-ci. Donc 53% des étudiants veulent que leur établissement mette davantage en valeur les métiers liés au développement durable. Donc plus de la moitié des répondants veulent que leur établissement les forme davantage sur ces métiers verts ou verdissants. Et le deuxième, donc chiffre, 81% des étudiants souhaitent que leur futur métier intègre les enjeux du développement durable, donc dans son fonctionnement et dans ses objectifs. Donc il me semble que plus de 50% ont répondu oui, tout à fait à cette question. Plus de 28% ont répondu oui, oui, pourquoi pas, et le reste a répondu, 2% ont répondu non, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est vraiment, ce chiffre montre vraiment l'intérêt des étudiants pour que ces thématiques-là soient intégrées plus tard dans leur métier. Et ça fait effectivement écho à plusieurs actions, manifestes et mobilisations récentes. Peut-être que vous avez entendu parler du manifeste pour un réveil écologique récemment, qui a été signé par plus de 30 000 étudiants, il me semble, qui ont signé pour dire qu'ils ne travailleraient pas pour des entreprises polluantes après avoir passé leur examen. Vous avez sûrement entendu parler des manifestations aussi, des grèves lycéennes et des mobilisations étudiantes de vendredi dernier. Je vois qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi dans la salle. Peut-être qu'il y en a qui ont participé. Vous pouvez peut-être lever la main. Est-ce que vous avez participé à la grève lycéenne et étudiante vendredi dernier? Ok, bon, quelques mains. Donc voilà, juste ces actions-là montrent que l'intérêt pour les étudiants sur les thématiques du développement durable sont grandissantes. Et c'est vrai que contrairement à nos parents, nous, on a grandi avec ce poids qui pèse sur nous des dérèglements climatiques. Et ça se reflète dans leur recherche, leur recherche professionnelle à l'avenir. Merci Julie. Donc Philippe, finalement là on est dans un exemple où il n'y a pas de problème. On a une filière qui marche bien, qui est vertueuse, qui se développe, des étudiants qui veulent des filières vertes. Où est le problème ? Je crois que le problème, comme dans toutes les branches, est de savoir à la fois pour les entreprises, les employeurs, est-ce qu'on peut recruter ? Bon, il y a des domaines, on sait, je sais pas, les cafés, restaurants, etc., où c'est pas évident de recruter. Et puis, qui on arrive à recruter, à quel niveau, à quelles compétences. Et en fait, on est dans une compétition entre les diverses filières, les divers niveaux d'entreprise pour avoir les bons éléments à la fois en matière de compétences, d'adaptabilité, de qualité humaine que vous évoquiez tout à l'heure, etc. Et dans cette filière, je crois que dans toutes les filières, on voit que parmi les facteurs d'attractivité, il y a pourtant des enquêtes de comparaison d'attractivité, attractivité des entreprises, dans quel groupe voulez-vous travailler, allez-vous travailler plutôt chez Microsoft ou allez travailler plutôt dans l'industrie traditionnelle, etc. Donc dans l'attractivité, il y a bien sûr le salaire, qui est un élément important, mais il y a aussi l'image des activités, et les activités sont-elles, puisqu'on est en France, sont-elles très, un peu, moyennement ou pas du tout honorables? Quelle est la qualité, disons, de leur image? Et alors ceci, disons, se rencontre à tous les niveaux de la société. Je peux vous donner deux exemples à des niveaux, disons, très différents. Premier exemple, je travaillais il y a quelque temps, c'est une enquête dans l'industrie automobile, et j'enquêtais avec des ouvriers professionnels, donc des gens professionnels, qui me disaient, oui, parlant des OS, donc des gens sur la chaîne, le problème avec ces gens-là, c'est qu'on ne peut pas parler avec eux comme on parle vous et moi. Donc c'est clair que pour eux, il y avait vraiment d'un côté tous les gens qualifiés, donc qui allaient vraiment depuis le haut de la structure jusqu'à eux, et puis les gens non qualifiés, donc qui étaient un peu des rien du tout. Aussi, disons, un de mes collègues
étant dans une usine, disons, de ciment, et se promenant visitant avec un contremaître, il voit passer quelqu'un qui balayait, il lui demande, et celui-là, et le contremaître répond, mais ça, c'est rien du tout. Donc ça, pour vous donner un style à un certain niveau. Puis à un tout autre niveau, disons, il y a eu, je ne sais pas si peut-être d'entre vous l'ont remarqué, je ne sais pas si certains d'entre vous sont élèves à l'école normale supérieure, mais il y a eu une grande controverse entre ceux qui étaient rentrés en passant le concours et ceux qui étaient rentrés en faisant des doctorats après avoir fait, disons, diverses autres formations, et de savoir qui avait le droit de se dire normalien. Et donc actuellement, disons, seuls les gens qui ont passé le concours ont le droit de se dire normalien. Et donc les élèves qui étaient rentrés sans concours se plaignaient en disant que c'était un reste d'ancien régime, de privilèges, etc. Mais les normaliens, les vrais normaliens, étaient fermes sur leur position. Donc on est dans ce paysage. Mais je crois que quelque chose, disons, d'important et très important pour les nouveaux métiers, c'est que dans ce paysage, il y a des tas de moyens qui sont utilisés dans des tas de professions pour arriver à relever l'image que l'on a et la relever dans la hiérarchie des activités supposées être plus ou moins honorables. Alors, la première image, premier élément, évidemment, c'est la séparation qui se fait entre les gens qui ont un métier et les gens qui sont sans métier. Au 19e, on parlait de l'aristocratie ouvrière. Vous voyez, donc il y a tout un lien avec cette idée d'aristocratie. Et encore maintenant, la question est de savoir où est la frontière des vrais métiers et des sans-métiers. Alors, qui se pose, je pense par exemple à l'hôpital, quand celles qu'on appelait autrefois des filles de salle ont été transformées en aides-soignantes, et dans lesquelles elles sont passées de situation de sans-métier à une situation d'un métier. Et alors, ces métiers eux-mêmes, on ne voit du reste à travers toutes les appellations des métiers, les transformations qui sont faites, par exemple, quand on a requalifié les instituteurs en professeurs des écoles. C'était évidemment une transformation importante de l'image, disons, de la profession. Et donc tout cet élément, disons, du langage, dont est quelque chose d'important aussi. Alors intervient également la question du niveau de formation. Plus on est exigeant en matière de niveau de formation, plus le métier se revalorise. On peut citer également, alors quelque chose, disons, qui est très français, qui est de transformer des activités qui, dans d'autres pays, apparaîtraient des activités pratiques, vraiment très basiques, en la résolution de beaux problèmes. Et donc, les Français qui coopèrent, ou plutôt les non-Français qui coopèrent avec des Français, sont très frappés par la capacité des Français à transformer les choses les plus ordinaires en beaux problèmes. Et puis on pourrait citer également, disons, tout un aspect symbolique qui a été marqué en France par la création de la catégorie des cadres, dans lequel le type d'autonomie, disons, d'autonomie du travail est quelque chose de très valorisant. Alors comment, disons, tout ça se passe pour vos filières? Alors je veux dire, j'ai été très intéressé par le petit film que vous avez présenté là-dessus, et au fond, la manière dont le petit film présentait, et en particulier présentait Léo. Léo, dont vous avez remarqué, c'est le premier, disons, qui a été présenté. Alors, Léo travaille dans une activité dont il fait partie, des activités importantes, qui est la question des déchets. Alors, traditionnellement, évidemment, l'image des déchets, moi j'ai travaillé dans le tiers-monde au Mexique, autour des trieurs de déchets mexicains. C'est vraiment des activités qui sont très, très, très en bas de l'échelle sociale. Mais Léo donc, fait quelque chose, parce que Léo, il n'est pas dans le ramassage des déchets. Léo est dans la conception de l'optimisation du ramassage des déchets. Là, vous voyez, donc on voit et donc on montre que, quand même, le ramassage des déchets, c'est pas juste un truc comme ça, on envoie des camions. C'est un truc quand même où on fait quelque chose, disons, on pense, etc. Et puis, on voit bien que à partir du moment où le ramassage des déchets devient un emploi vert,
et qui peut être mis sous le label Sauver la planète, alors ça, c'est tout autre chose. J'ai été frappé, disons, par la parenté des emplois verts avec quand la Poste a créé le timbre vert. Le timbre vert, je trouve que c'est une innovation géniale, parce qu'au lieu d'être le timbre, vraiment le timbre de deuxième catégorie, enfin qu'on fait quand vraiment on ne veut pas dépenser grand-chose, maintenant, enfin, je trouve qu'on se sent vachement plus à l'aise d'envoyer à quelqu'un, disons d'honorable, une lettre avec un timbre vert, parce qu'à travers le timbre vert, on voit, et puis la Poste a bien marqué qu'avec le timbre vert, le mode de distribution est une mode de distribution plus économique, en énergie, etc. Et donc, on participe à sauver la planète en utilisant un timbre vert. Bon, donc, on voit de la même façon, et je trouve très, très bien, enfin, franchement, dans cette image dont il s'est créé. Alors, quelque chose, disons, qui m'a frappé aussi, disons, c'est dans le bâtiment. Le bâtiment qui a été évoqué à la fin, on sait que le bâtiment, c'est vraiment un domaine dans lequel on a souvent du mal à recruter, parce que les activités du bâtiment sont considérées vraiment comme un peu des activités pas très reluisantes. Et alors là, on voit, disons, l'élévation en compétences qui a été évoquée, la montée en compétences. On monte en compétences, et puis toute la formation, l'élévation du niveau de formation, etc. Et donc on voit toute l'accent, disons, qui a été mis sur cette possibilité de transformer des emplois encore relativement peu considérés, de reste très 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 occupés par des travailleurs étrangers, voire par des sans-papiers, si je sais c'est exact, et donc en activité, disons, très, très valorisée. Alors, avec, disons quand même, au passage, même, je pense que ce n'est pas votre problème central, mais moi qui étais très fort dans l'expérience que j'ai eue, justement, disons, au Mexique, c'est que quand on élève en compétences, on élève, etc. Donc les activités peu valorisées, qui sont occupées par des gens, souvent peu valorisés eux-mêmes. Se mettre à occupés par des gens beaucoup plus valorisés, et donc dans la compétition, tendent à éliminer une série de gens qui trouvaient quand même des activités dans, etc. Voilà. Je pense à propos de la filière bois, dans ma région, dans mon Pays Basque, traditionnellement, toute une partie de ramassage du bois a été fait par des gens qu'on appelait des bohémiens. Alors, je ne sais pas s'ils étaient vraiment bohémiens ou pas bohémiens, mais enfin, ils habitaient des quartiers qu'on appelait bohémiens, etc. Et au fond, il y avait tout un fonctionnement, etc. Mais actuellement, et du coup, ces métiers ont... enfin, métiers, du reste, je pense que les gens de métiers protesteraient vigoureusement si on qualifiait cela de métier. Disons que ces activités ont acquis une image qui n'est pas extrêmement valorisante. Et du coup, enfin, en tout cas dans cette région, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres régions, il y a des problèmes dans la filière bois autour de toute une partie, disons, de ce qui n'est pas ramasser des beaux fûts qui vont partir en Chine, mais ramasser du bois basique qui va être utilisé pour les activités de chauffage, disons, que vous évoquez. Alors, voilà, comme ça, si vous voulez. Alors, je crois qu'en fait, il faudrait, disons, parce que chaque activité, chaque métier, chaque branche, chaque filière, disons, ses spécificités, les manières de revaloriser les diverses activités, disons, ne sont pas les mêmes, que selon les cas, on insistera plus sur l'image, plus sur la formation, plus sur l'autonomie, plus sur les appellations, plus, etc. Et donc, en fait, c'est toute une série, disons, de cas particuliers, mais qui, en fait, vont renvoyer en même temps à des processus, disons, très généraux, qui marquent la société française dans son ensemble et qui marquent aussi, disons, à leur manière, les diverses filières qui sont impliquées dans la transition énergétique et la transition écologique. Merci à vous. Merci. Alors, je vois que l'heure tourne et je vais garder ma promesse et de laisser la parole au public, ce qui permettra, avec vos questions,
à Julia Luneau et Clarisse Fischer éventuellement de répondre aux multiples interrogations que soulève, à mon avis, Philippe en pratique. Donc, je vous propose donc de donner la parole au public et merci de vous présenter avant de poser les questions, qu'on puisse comprendre un peu d'où vous parlez. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des réactions, tout simplement, hein? Ça marche. Ah oui. Bonjour, alors je m'appelle Charles et je suis lycéen en terminale, ES. J'avais une question, mais c'était par rapport vraiment au tout début de cette séance. En fait, quand vous nous avez montré la vidéo, à la fin, on nous dit... attendez. Oui, on nous dit la transition écologique va dans l'avenir tous nous concerner, mais en réalité, ça incite un petit peu à attendre encore un petit peu plus avant d'agir. Ça nous concerne déjà maintenant tous, en fait. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça, en fait? Alors, je suis en position d'animateur, pas d'expert. Donc, oui, bien sûr. Donc, je pense que Julia Luneau peut peut-être répondre à cette question, ou en tout cas dire ce qu'elle en pense aussi. Voilà. Je suis très heureuse du coup de ta réaction et du public aussi. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est maintenant qu'il faut réagir et que les étudiants ont envie d'agir maintenant parce que ça va les concerner. Ça les concerne déjà et que ça les concernera plus tard pour leurs enfants. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. Peut-être par la valorisation aussi des métiers verts et verdissants, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça nous concerne tous maintenant. Et merci en tout cas les étudiants de se mobiliser sur ces sujets-là. C'est important que aussi la voix soit portée par les jeunes et pas seulement par les adultes. Chantal Wiekowski. J'ai une réflexion et une proposition. Alors la réflexion, c'est qu'il faut se méfier un petit peu de ce qu'on appelle emploi vert, parce que le bois dans une chaudière, quand il est brûlé dans une chaudière, il émet des gaz qui participent à l'effet de serre. Et donc c'est un emploi on utilise les restes des arbres, les petites branchettes des arbres, mais donc ça peut paraître écolo, mais ça pollue quand même. Et donc c'est pour la réflexion. Oui. Là, vous posez une question, je propose qu'elle réponde directement. Après, vous pourrez en poser une autre, mais qu'on puisse suivre le cheminement des questions. Donc effectivement, sur la partie émissions atmosphériques du bois de chauffage, donc il faut distinguer deux choses. Effectivement, le bois énergie est fortement décrié sur ces émissions atmosphériques. Il y a deux choses qu'il faut signaler dans ces émissions atmosphériques. Il y a à la fois le fait que ça relâche du CO2. C'est ça, le gaz à effet de serre dont vous citez. Or, le CO2... Pardon ? Et d'autres qui... Oui, voilà. Donc, je vais séparer. Je vais vous répondre sur les deux phases. Sur la partie gaz carbonique, le bilan carbone du bois énergie est quasi nul. C'est-à-dire que le carbone que l'arbre contient, et il l'a capté en fait au moment de sa croissance, et c'est au moment où il va brûler qui va relarguer ce CO2. Donc, il n'y a pas émission de CO2 complémentaire. Donc, ce n'est pas complètement nul parce qu'il y a eu un peu de transport, etc., mais c'est quasiment négligeable par rapport au bilan carbone sur le bois énergie. Ensuite, il peut émettre effectivement des particules. Donc là, c'est effectivement le cas on va dire des cheminées plutôt de loisirs. Aujourd'hui, vous avez à disposition, et c'est notamment l'action de l'ADEME,
pour justement favoriser et convertir soit par des inserts, soit par des poêles, soit par des chaudières à bois qui sont là fortement contrôlées, réglementées pour avoir un taux de performance suffisant pour respecter les émissions à l'air. C'est le cas ça, là pour le bois domestique et encore plus vrai pour les installations collectives ou industrielles où là, sur la plupart, on est sur des installations classées pour l'environnement, donc qui sont soumis à un certain nombre de contrôles. Et là, effectivement, en termes d'émissions, voilà, c'est des choses qui sont très contrôlées et qui respectent tout à fait la réglementation. Donc, il faut bien distinguer à la fois les émissions et c'est vrai qu'au niveau du bois énergie, on pâtit en fait des émissions sur plutôt des installations de cheminée de loisirs, et ce qui n'est plus le cas maintenant sur des installations performantes et modernes. Oui. Donc vous raisonnez en global, c'est-à-dire que l'arbre, lui, il aura absorbé du CO2 et une fois qu'on brûle le bois, il rejette du CO2, mais peut-être un peu plus que ce qu'il a absorbé. Mais si on raisonne comme certains éléments fossiles sont attaqués, par exemple le charbon, disons qu'on peut raisonner aussi de cette façon-là, parce que c'était d'abord un arbre qui a pourri, enfin, etc. Voilà. Donc ça, c'est aussi une façon de présenter les choses. Ça revient au même. Pourtant, on a dit que les chaudières à charbon, elles étaient très polluantes. Donc c'est aussi une question d'analyse. Maintenant, pour en terminer là-dessus, j'avais une proposition que j'ai proposée d'ailleurs à plusieurs endroits, c'est de diminuer la consommation d'eau potable par 2. La diviser par 2 sans avoir énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'en France, nous avons une nouvelle législation qui oblige les communes à faire la distinction des eaux usées des eaux pluviales. Et les eaux pluviales ne vont pas dans la station d'épuration. C'est pour alléger le nombre de mètres cubes d'eau. Excusez-moi, je vous interromps parce que votre question est hors sujet. Oui. Voilà. Oui. Je voudrais qu'on reste dans le thème du sujet. Bon, vous pouvez répondre à la marge. Il y a toujours un débat. Il y a toujours un débat. Je comprends. Non, mais toutes les questions sont les bienvenues, mais c'est simplement qu'il y a des débats. Il y a des débats sur qu'est-ce que c'est que l'environnement, qu'est-ce qui est bien et pas bien pour l'environnement. Là, on n'est pas dans ce débat-là. On est sur la question de l'emploi des métiers au regard des activités existantes. Voilà. Excusez-moi, comme l'heure tourne, je veux vraiment que on puisse avoir des questions dans le champ de cette session. Merci. Bonjour, je soutient un mouvement qui s'appelle le Pacte Finance-Climat, dans lequel il y a une proposition majeure qui est de faire en sorte que l'Union européenne flèche des investissements massivement pour la sauvegarde du climat. Et je voulais savoir si dans le cadre dans lequel vous réfléchissez, l'absence de financement ou la limitation des financements est un frein au développement de votre effort environnemental. Au niveau du développement du bois énergie, spécifiquement ? D'une manière générale, hein. Oui. Oui, c'est ça. Donc effectivement, il y a un manque d'investissement aujourd'hui. Il y a un manque aujourd'hui, le bois énergie est concurrencé par les énergies fossiles et je ne vous apprendrai rien si je vous dis qu'il y a une concurrence forte et le prix des énergies fossiles aujourd'hui, et malgré la taxe carbone, reste relativement bas. D'autant plus la taxe est... Voilà. Donc il y a effectivement un manque de soutien au développement du bois énergie. J'ai rappelé tout à l'heure que c'était un dispositif de soutien qui était efficace en termes d'euros investis, en termes d'emploi, en termes de développement des énergies renouvelables. Donc il y a à la fois le soutien qui est nécessaire, effectivement en termes de financement aussi. C'est important aussi d'avoir des financiers aussi pour pouvoir investir dans ce développement des énergies renouvelables. On va avoir ce besoin au niveau des entreprises, de l'industrie et aussi au niveau des collectivités aussi.
puisque pour aider les collectivités à investir pour les réseaux de chaleur notamment, c'est aussi un axe de développement important. Donc oui, des financements supplémentaires seraient les bienvenus. Je vais juste rappeler, juste pour clore le débat précédent, et rappeler que la forêt française est en accroissement permanent et qu'on récolte chaque année moins de la moitié de l'accroissement naturel. Donc il n'y a pas de crainte de ce côté-là. Encore une question pour en prendre une ? Autre question ? Merci. Bonjour, j'aurais voulu savoir si, selon vous, une croissance verte serait véritablement envisageable, et qu'est-ce que ça voudrait dire en termes d'emploi ? Ou est-ce qu'il faut envisager un ralentissement de la croissance, voire, comme certains le proposent, une décroissance ? Voilà, c'est très large encore, mais vous pouvez en discuter. Au niveau du bois énergie, on est en croissance parce qu'on est en substitution. Tout l'intérêt du bois énergie, je ne vais pas revenir sur le débat précédent, mais c'est que le bois énergie vient surtout en substitution des énergies fossiles. Et donc justement, c'est pour ça que le bois énergie a une part, et ça représente de l'ordre d'un quart du bilan carbone de la filière forêt-bois en France. C'est le fait de la substitution des énergies fossiles. Donc c'est important de le rappeler. Dans le terme croissance, il n'y a pas forcément une croissance à l'infini, mais il y a aussi ce terme de croissance aux dépens d'eux. Et je pense que c'est peut-être intéressant de le rappeler. Pour compléter, je vous renvoie à la conférence d'hier qui est filmée sur ce que vous retrouvez sur le site du Printemps de l'économie, qui s'appelait « La lutte contre le changement climatique, crée-t-elle des emplois ?» et notamment des exposés macroéconomiques pour répondre à l'ensemble du champ de votre question. Je remarque qu'il n'y a pas de questions sur la question des métiers de votre part, sur la partie des... Voilà, n'hésitez pas. En fait, j'avais juste une question concernant l'appellation justement emploi vert, parce que c'est vrai que c'était juste pour bien comprendre en soi, est-ce qu'il y a vraiment des critères objectifs qui nous permettent de qualifier déjà tel ou tel métier comme étant un emploi vert, que ce soit dans, on va dire, la finalité du job, mais aussi son impact et l'impact de l'entreprise sur finalement l'environnement. Et d'autre part, finalement, on voit qu'en dehors justement de ces jobs directement liés à l'environnement, finalement, la plupart des entreprises sont contraintes par ces considérations environnementales. Donc c'était vraiment pour bien comprendre le sujet et avoir votre avis là-dessus. Parler des cordonniers, des chaussures. Non, je pense que vous pouvez répondre sur votre parcours, enfin, par rapport à ce que vous avez choisi, parce que je pense que c'est intéressant de mettre en... la question verte... je suis désolé, normalement je suis animateur de la session, donc bon, étant à l'observatoire... Voilà, peut-être Philippe peut en dire un mot, voilà, merci. Vous savez, les appellations en la matière, elles ne sont pas liées à la nature des choses, elles sont liées à la capacité à faire et à rendre crédible une appellation. Bon. Alors donc, j'évoquais tout à l'heure le timbre, bon, ça a été vraiment une bonne idée de la Poste d'appeler ça le timbre vert. Alors, il y a beaucoup d'activités, de toute façon, on a vu, c'est pas mal. Je trouvais qu'il y a les activités vertes et puis les activités verdissantes. Alors, donc là, on peut élargir et probablement certaines activités verdissantes, à un moment donné, on arrivera à trouver des moyens de les appeler vertes, parce que quand même, verte, c'est mieux que verdissant. Donc, je crois qu'il ne faut pas mettre... On est quand même un peu, je veux dire, vous me pardonnez, on est un peu quand même dans la com, disons, dans ce registre, disons, avec toute la créativité, l'imagination et l'aspect non vraiment totalement objectif. Alors c'est vrai, bon, qu'on peut dire, oui, que la forêt, et puis en plus la forêt, il y a des arbres, des feuilles, des petits oiseaux, etc. Donc la qualification d'emploi vert, je pense, sera assez facile à défendre, en tout cas peu contestable. Alors, il y a des aspects, je ne sais pas, en ce moment, vous avez vu, je pense, les débats autour de la voiture électrique. Est-ce que la voiture électrique réellement
et va dans le sens de la transition écologique, ou est-ce qu'au contraire, à travers l'utilisation des terres rares, etc., l'aspect, le rôle des batteries, etc., au contraire, c'est quelque chose de très négatif de ce point de vue-là. Et là, on voit bien qu'il y a une compétition entre la tendance majoritaire qui est actuellement d'appeler la voiture électrique l'allié à la sphère verte, et puis certains, dont Peugeot, enfin Tavares, etc., qui au contraire plaident pour dire exactement le contraire. Donc là, on va voir qui va gagner. C'était juste pour compléter un petit peu, monsieur, et par rapport à ce qu'on s'était, on a eu une conversation juste avant. Je lui expliquais que quand j'étais étudiante, j'avais un job étudiant, c'était vendre des chaussures. Donc dans une grande enseigne que je ne citerai pas, hein, mais du coup je vendais des chaussures qui venaient principalement de Chine ou d'ailleurs et qui se cassaient au bout de 3 mois. Donc les clients revenaient mécontents et on a fait la comparaison avec un cordonnier, donc le métier de cordonnier qui lui est de réparer les chaussures pour qu'elles durent le plus longtemps possible dans leur vie de chaussures, quoi. Donc on a fait la comparaison entre ces deux métiers qui se ressemblent mais finalement qui sont pas, qu'on peut pas appeler verts du coup quand on est vendeur de chaussures que cordonnier. Bien, on a respecté le timing, je pense qu'on peut vous libérer. Voilà. Merci beaucoup. Merci aux intervenants.